Bonjour à tous et meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2025. Pour cette première webconférence, nous avons choisi comme thème l'intégration des outils digitaux au service de la performance et de la conformité. Alors bien sûr, nous allons parler de la douane et voir avec un panel d'experts comment la digitalisation peut permettre de maîtriser plutôt la complexité. Notamment des exigences de la douane et des évolutions réglementaires. Alors, je le disais, 3 experts autour de moi, auxquels je vais demander de bien vouloir se présenter, en commençant par Julie, peut-être. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous, meilleurs vœux. Merci pour votre invitation. Donc, Julie Delaunay. Je suis responsable de la Custom Factory chez Sogeit. En partenariat avec Custom Bridge, nous développons l'outil Okiduty. On va en discuter du coup ce matin. Et donc Sogeit, nous sommes basés au Havre. Je salue d'ailleurs mes collègues. Donc la Custom Factory est un pôle douane au sein de cette société où nous traitons tous les sujets douane. Donc tous les sujets douane pour tout ce qui est télédéclaration, mais aussi PCS. Donc Sogeit est une solution du coup de PCS, donc Port Communication System. Et donc voilà, donc tout ce qui est sécurité portuaire et aéroportuaire, entrepôts, magasins, et en France et à l'international. Très bien, merci. Loïc. Bonjour, donc oui, en effet, je m'appelle Loïc Poiseau, je suis le président de Custom Bridge. Donc Custom Bridge, c'est une start-up qui vient de fêter ses 4 ans et qui est avec Sogeit coéditrice du logiciel Okiduty. Donc nous, la raison pour laquelle on s'est créé, c'est qu'on s'est rendu compte que voilà, dans le domaine de la douane, il y avait quand même des évolutions, on en reparlera un petit peu plus tard, et notamment aussi dans le domaine technologique, des évolutions technologiques qui permettaient peut-être de repenser la façon dont on traitait la douane. Et c'est sur ce postulat qu'on a créé Custom Bridge et que grâce à l'alliance avec Sogeit, on a créé Okiduty, l'outil de la douane du futur, je dirais. Merci. Yannick. Bonjour à tous, tous mes vœux pour cette nouvelle année. Je suis Yannick Théard, je suis le directeur de Sogena Transit. Sogena Transit, c'est un représentant en douane et aussi un commissionnaire de transport qui fait partie d'une structure qui s'appelle Sogena. Oui. Sogena, c'est un groupe d'entreprises spécialisé dans les prestations de services aux navires. Manutention portuaire, commission de transport et représentation en douane. Et Sogena fait elle-même partie d'un groupe un peu plus large qui intègre la deuxième activité de ce groupe, sous l'entité Sofrilog, qui exerce des prestations de stockage et de transport sous température dirigée. Et j'interviens sur les deux métiers en tant que responsable douane aussi pour le groupe. Merci. Alors, nous avons à distance Benoît Minguier. Alors, Benoît, vous êtes responsable douane de Deruder. C'est bien ça ? Absolument. Bonjour et tous mes vœux pour cette nouvelle année également. Donc oui, je suis Benoît Minguier, responsable douane de chez Deruder. Donc c'est une société familiale, PME basée au Havre, qui agit en tant que commissionnaire de transport et également commissionnaire en douane depuis 1905 et qui est très axé sur l'utilisation des outils digitaux chers à Okiduty également. Eh bien, merci beaucoup. Pour commencer ce débat, j'ai envie de poser la question à Loïc. Finalement, la digitalisation, ça sert à quoi ? Bonne question, Jean-Philippe. La digitalisation, c'est vrai que c'est un mot valise qu'on entend partout. Au final, la douane n'a pas attendu aujourd'hui pour être digitale. Ça fait déjà un bout de temps que les déclarations sont envoyées de façon informatisée. Donc pour moi, l'informatisation, c'est du digital. Néanmoins, je pense que ce webinaire est intéressant dans le sens où, de mon point de vue, et j'espère que j'arriverai à vous faire prendre conscience que c'est la réalité, il y a des vraies évolutions. D'ailleurs, le terme 4.0, d'où vient ce terme 4.0 ? Ça vient notamment d'une logique de web. On avait le web 1.0, 2.0, 3.0. Le fait de mettre ces chiffres derrière, ça signifie une évolution franche et impactante. Et on va essayer de creuser, vu que je suis le premier à parler, je vais essayer de poser un petit peu le périmètre, exactement, planter le décor. De aujourd'hui, début 2025, en fait, à quelle sauce on va être mangé au niveau de notre environnement réglementaire, politique, géopolitique. Également, en quoi l'arrivée des nouvelles technologies
vont changer la donne. Les nouvelles technologies, on peut s'en servir, on peut décider de ne pas s'en servir, mais dans tous les cas, elles vont nous impacter. C'est comme la révolution industrielle, je pense qu'il y a une révolution technologique qui est en train de se passer. Donc je vais déjà commencer par parler de l'environnement, je dirais, non technologique, donc l'environnement politique, géopolitique et réglementaire. Comme on le voit sur la slide qui s'affiche, on voit que depuis un bout de temps, on a une augmentation assez drastique des réglementations qui s'appliquent à la frontière européenne. C'est le graphique de gauche. On voit donc que ces réglementations vont être de différents types. Des fois, ce n'est pas spécifiquement des réglementations à proprement parler douanières. Néanmoins, vu qu'elles s'appliquent à la frontière, ça va être la responsabilité des entreprises ou des personnes qui font passer le produit à la frontière de s'assurer de la conformité des biens. Donc on va avoir ici des RDE, tels que Deruder et Sogena, qui vont s'assurer pour leurs clients que les produits importés respectent les règles. Ça, c'est évidemment important. On a des choses comme le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, le règlement sur la déforestation. On va avoir des choses aussi pour les exportations, comme les trains de sanctions, vérifier que ce qu'on exporte ne va pas servir, par exemple, à financer l'effort de guerre russe. Donc en fait, il y a un environnement réglementaire qui accélère et qui se complexifie. Oui. Donc là, on parle juste des règles. Oui. C'est une petite partie. En parallèle, à droite, vous avez le nombre de déclarations en douane qui, vous le voyez, a explosé. Il y a l'un des impacts, une explosion aussi forte, c'est aussi le e-commerce également qui fait que on a beaucoup plus de petits produits qui doivent être déclarés et qui du coup génèrent des déclarations. Mais le flux global également en termes de tonnage, en termes de valeur également, augmente. Donc on est vraiment sur une économie qui se globalise et qui est de plus en plus internationale. Donc ça, c'est finalement, je dirais, le contexte européen, ce qu'on peut observer concrètement. Maintenant, ce qu'on peut observer à l'international, on a, je pense que tout le monde est au courant de l'élection de Trump, et l'une des premières choses qu'il rabâche, c'est tarif, tarif, tarif. Donc on peut remercier Trump déjà de redonner ses lettres de noblesse à la douane, parce qu'il n'a que ce mot à la bouche. Les tarifs, je le rappelle, qu'est-ce que c'est ? C'est des droits de douane. Et donc les droits de douane, on le voit qu'il l'utilise comme une arme politique, géopolitique. On voit l'impact que ça peut avoir, par exemple, au Canada. Ouais. Une crise politique, ça a généré une crise politique au Canada, avec la démotion du Premier ministre Trudeau. Et donc, ça n'a pas qu'un impact politique, ça va également avoir un impact concret et financier sur les entreprises européennes. Si vous faites de l'export si vous voulez exporter par exemple aux USA, l'imposition de tarifs fait que votre produit va peut-être être, je ne sais pas, 25% plus cher. S'il est 25% plus cher, il va peut-être louper son marché aux USA. Si 25% de votre chiffre d'affaires, c'est les USA, en fait, il ne va pas falloir attendre que ça arrive pour s'en rendre compte. Et donc c'est là où je pense que toutes ces évolutions qu'on voit me poussent à être l'avocat d'un changement de paradigme sur la douane. La douane, certaines entreprises sont de l'avance et la considèrent comme un enjeu plutôt à anticiper, mais il y a quand même encore des entreprises qui se disent la douane, c'est juste une étape de ma supply chain, et je délègue ça, je m'en occupe pas trop. Mais je pense que c'est dangereux aujourd'hui de réfléchir comme ça, parce que la douane, elle évolue. Les duties, donc les tarifs, il n'y a pas uniquement les USA qui en mettent. L'Union européenne commence à réagir, on l'a vu avec les droits de douane qui sont appliqués sur les véhicules électriques chinois. Et je pense malheureusement qu'on le voit avec les évolutions politiques, les courants politiques qui sont en train de prendre la mainmise dans la plupart des pays du globe, sont des courants qui poussent un peu à l'isolationnisme. Voilà, je vais y arriver. Et donc ces courants-là ont comme règle de dire si on veut être isolé, on va essayer de protéger le commerce international. Et donc ça va entraîner, je pense, une logique de guerre commerciale de plus en plus forte. Vous êtes en train de nous dire en fait que si on maîtrise bien cette complexité, c'est vraiment un atout concurrentiel pour les entreprises, quoi. Exactement, c'est sûr. Si on est capable, par exemple, de détecter à l'avance que son produit, étant donné qu'il va se faire imposer des droits de douane,
25% plus élevé, en fait, on sait que par exemple les chutes vont tomber de 80%. On peut directement ajuster sa supply chain, directement ajuster ses exports, et en fait, on ne va pas se retrouver avec des produits qui sont invendables, qui sont exportés dans un dans un pays. Donc, ça a vraiment la douane devient un outil de pilotage en fait. Je pense qu'elle aurait même dû l'être depuis un petit bout de temps, mais là, ça devient difficile de passer à côté de ça en fait. Ça reste mon point de vue, mais je pense que l'évolution géopolitique appuie ça. Et on va le voir de façon très concrète dans les prochaines semaines. Toutes les entreprises en ont conscience de ça. Est-ce que vous avez le sentiment justement que... Je ne pense pas que toutes les entreprises en ont conscience. C'est vraiment, enfin, la douane c'est vraiment très technique et c'est comme vous le disiez tout à l'heure, c'est un sujet qu'on délègue. Ce n'est pas forcément le sujet qui excite le plus les entreprises qui ont d'autres choses à faire. Oui. Et pourtant c'est un levier de compétitivité. Et tout le monde n'en a pas véritablement conscience. Oui, c'est clair. Alors après, je peux comprendre que certaines entreprises le délèguent et ne s'y intéressent pas parce qu'en fait, c'est un monde qui est vraiment extrêmement complexe. D'ailleurs, pour l'anecdote, la raison pour laquelle notre entreprise, on l'a nommée Customs Bridge, c'est qu'on considère qu'il y a un petit peu deux mondes différents. Par exemple, quand vous parlez d'un produit en douane, vous n'allez pas parler d'un stylo, vous allez parler d'un code à 10 chiffres pour représenter un stylo. Donc il y a vraiment une barrière linguistique entre ces deux mondes. Et nous, on s'est appelé Customs Bridge parce qu'on désire être un pont de compréhension. Notre but, c'est de rendre la douane accessible à tous. Et donc la douane, c'est en effet complexe de s'y intéresser. Ça le devient de plus en plus simple grâce aux technologies, on en parlera. Et c'est pour ça qu'aussi, on peut remercier les RDE d'être des prestataires de services qui aide à faire l'opérationnel des entreprises, mais également à leur donner du conseil. Donc, s'appuyer sur un RDE de confiance qui ne va pas uniquement faire de l'opérationnel, mais qui va également être là pour accompagner l'utilisateur et l'avertir des évolutions réglementaires qui peuvent l'impacter, c'est d'une importance primordiale. Oui, bien sûr. Alors, Julie, quand on parle de douane, il y a un personnage qui est hyper important, c'est le e-déclarant. C'est quoi son rôle précisément ? Alors, il en a plusieurs. Alors, quand moi j'ai débuté la douane il y a quelques années, déjà je vais parler de la douane 2.0 parce que vous avez vu du coup l'évolution fulgurante ces dernières années, c'est que jusqu'ici le service douane c'était comme je l'appelais un peu le côté obscur. C'était les déclarants qui demandaient toujours des papiers, des documents, des informations complémentaires, ça n'allait jamais. Et sauf qu'aujourd'hui la douane doit vraiment être prise en considération, doit être mise en lumière et, comme vous l'avez très bien dit, doit être un levier de compétitivité. Donc aujourd'hui, en fait, le métier de déclarant en soi, il reste le même, donc ça reste garantir la conformité des produits, être en conformité avec les réglementations en vigueur, faire également ça change tout le temps d'ailleurs. Exactement, donc faire de la veille réglementaire. Exactement, donc du coup anticiper aussi ces processus d'importation, d'exportation. Donc voilà, donc son rôle reste le même. Vérifier donc ce qu'on appelle le triptyque douanier, donc c'est la nomenclature douanière, faire des recherches de HS code, tout ce qui est origine et provenance, s'assurer de tout ce qui peut changer ou pas. Les différentes situations, comme l'a très bien dit Loïc, donc que ce soit politique, géopolitique, ça change en ce moment, on est gâtés depuis ces dernières années. Et donc son rôle est aussi d'assurer la gestion des litiges et de conseiller ses clients. Ou son employeur, tout dépend du statut qu'on a dans la société, dans la chaîne. Mais ce qu'il y a, c'est qu'à aujourd'hui, on voit une évolution du métier du coup de déclarant, de e-déclarant, surtout dans le fait que le processus doit être donc constamment en changement, en évolution, mais également avec une massification, une volumétrie assez exponentielle du nombre de déclarations. Alors bien évidemment, on a connu, on sait qu'il y a un flux libre dans l'Union européenne, mais par exemple avec l'arrivée du Brexit, ça a été du coup une flexibilité à avoir, une mise en place. C'était pas forcément très clair pour les déclarants, ça l'était pas non plus du coup aussi pour l'administration à leur décharge. Encore aujourd'hui, ça peut-être que Yannick saura encore nous le dire avec son expertise Brexit, mais c'est que tout ce qui est par exemple détermination de l'origine, par exemple pour tout ce qui est produit de la pêche ou d'animaux vivants, c'était pas forcément évident. Donc il a fallu se renseigner, se conformer et il y a eu
il y a eu une volumétrie également assez importante. Le Brexit, ça a été plus 33% de déclarations à l'importation. Ouais. Donc c'est quand même assez important. Il y a une chose également qu'on demande aujourd'hui aux déclarants, c'est de la traçabilité, de la visibilité, de l'automatisation. On veut que ça aille plus vite. Et également de la data. On voit qu'il y a de la data dans tout, dans tous nos métiers, mais également, on n'est pas épargné. Le métier de déclarant en douane, on veut avoir des KPIs, on veut savoir ce qu'il en est des litiges, du nombre de déclarations. Enfin, je pourrais vous en citer plein, du coup, des statistiques. Mais on voit que on demande certaines choses aux déclarants qu'on ne demandait pas avant. Donc, son métier, je dirais primaire, faire de la déclaration import-export et puis être en conformité avec la réglementation, ça ne change pas. Ouais. Mais du coup, le déclarant doit vraiment être flexible et du coup réactif. Ouais. Donc on cherche des outils, forcément, on cherche des solutions, donc ce qui est le cas entre autres chez Sogeit et Custom Bridge. On cherche des solutions pour améliorer la vie de nos utilisateurs. Et pourquoi aussi du coup ce rôle s'est intensifié. Il y a aussi... Alors ça me fait sourire parce qu'en fait, on parle de guichet unique avec les autorités douanières, avec une simplification. Donc on veut une simplification de tout ce qui est formalité administrative, mais pour nous déclarants, c'est pas forcément synonyme de simplification. Souvent c'est complexification, c'est savoir se connecter à un nouveau logiciel avec un nouveau compte, un nouveau user. Enfin, c'est assez, c'est assez complexe. Voilà, c'est assez complexe. Mais tout ça dans une démarche de simplification, encore une fois. Donc, comment est-ce que on peut, du coup, s'adapter à cette situation? Je reviens sur cette notion de guichet unique. Oui. Ça veut dire quoi exactement, guichet unique? Alors, le guichet unique, c'est toute une simplification des administrations je dirais, française et européenne. Ouais. Et en fait, c'est une base. Jusqu'ici, chaque pays de l'Union européenne avait sa base nationale. Ouais. Ouais. Et aujourd'hui, la volonté, c'est de travailler avec une base européenne. D'accord. Voilà. Donc, c'est une face identique à tous les opérateurs. Donc, l'enjeu, c'est d'avoir un outil qui soit en mesure vraiment de dialoguer avec oui, tout à fait. Et encore une fois, il y a de la data ici qui est en jeu parce qu'en fait, qu'on fasse des déclarations en Espagne, en France ou en Allemagne, il faut que les autorités douanières sachent tout ce qui se passe dans l'Union européenne. Voilà. On n'a plus cette notion de national. On est du coup à un point de vue européen. Voilà. D'où la nécessité précisément de passer à la numérisation parce que... Tout à fait, sinon... et à la digitalisation, oui, tout à fait. Il y a aussi une autre complexification, c'est que le rôle des déclarants, du coup, c'est à l'import, en tout cas, d'être en conformité, bien évidemment, de mettre en libre circulation de la marchandise qui est en conformité, mais également être en conformité réglementaire. Et on voit que ces dernières années, il y a aussi non plus que des règles douanières, mais aussi des règles sur l'environnement, des règles sur les droits de l'homme, des règles sociétales, les biens culturels, protection des consommateurs, etc. Et donc ça, il y en a de plus en plus. Et il y a de plus en plus également de réglementation. Il y a plus de 350 réglementations sectorielles. C'est énorme. C'est énorme. Donc après, on ne peut pas toutes les connaître, bien évidemment, mais il faut quand même en connaître un sacré panel. Ouais. C'est compliqué. Hein. Et donc, en fait, le déclarant, aujourd'hui, devient un expert. Ouais. Voilà. Il y a une réelle volonté de simplification, quand même, de l'administration pour qu'on puisse y voir clair. Alors, je pense que oui, quand même. Je pense que oui. Après, les moyens d'y accéder ne sont pas forcément clairs pour nous, opérateurs. Mais je pense que oui, la finalité arrive quand même à une simplification. On en rediscutera dans 5 ans ou dans 10 ans. Et puis on se dira, bon bah oui, finalement, aujourd'hui, c'est facile. Je l'espère.
Espérons-le. Yannick, chez Sogena, comment justement vous gérez, comment vous voyez cette harmonisation des réglementations? L'harmonisation des normes douanières européennes, c'est effectivement un objectif qui se caractérise par différents chantiers qui sont mis en œuvre au niveau national, communautaire, mais aussi international. Alors aujourd'hui, concrètement, quand nous dédouanons, quand nous travaillons, eh bien nous le faisons dans un cadre réglementaire complexe qui associe des procédures douanières à des mesures du commerce extérieur. Les mesures du commerce extérieur sont, à titre général, des normes de prohibition ou de restriction. Oui. Toutes ces normes sont effectivement changeantes, complexes, on en parlait tout à l'heure. Surtout au plan international. Par exemple, la Russie, on est aujourd'hui au 14e train de sanctions en 3 ans. Donc voilà, ça nécessite aussi une adaptation permanente. À cela s'ajoute aussi des procédures douanières qui peuvent être ou des réglementations associées, des réglementations techniques, qui peuvent être appréhendées ou appréciées de manière différente d'un État membre à un autre. D'où un travail d'harmonisation qui est actuellement lancé. Et ce travail d'harmonisation, il passe par plusieurs, conditions et éléments probants. Le premier, c'est tout d'abord satisfaire aux standards du Code des douanes de l'Union. C'est la première étape de l'harmonisation. Satisfaire aux standards du Code des douanes de l'Union, c'est faire en sorte que la règle de droit commune à l'ensemble de l'Union douanière soit appliquée de manière uniforme par l'ensemble des États membres. Alors, face à des situations qui ont été un petit peu évoquées jusqu'à présent, la massification des flux, des réglementations techniques, des mesures du commerce extérieur changeantes, des difficultés aussi structurelles. La Commission européenne s'est rendue compte qu'il y avait une centaine d'interfaces et systèmes d'information douaniers dans toute l'Union européenne. Tout cela a conduit la Commission européenne à adopter un projet de réforme du Code des douanes de l'Union en 2023 et qui s'inscrit dans un objectif beaucoup plus loin, à 2032, à viser 2032-2035, avec la mise en place du Customs Data Hub, qui est une plateforme de données douanières, dans laquelle des opérateurs sélectionnés, OEA+, qu'on appelle Trust and Check, pourront y déposer leurs données et ainsi s'affranchir des déclarations en douane. Donc la première étape, c'est donc de satisfaire aux standards du Code des douanes de l'Union. Et pour ce faire, l'harmonisation, ça passe par la modernisation. Et la modernisation des outils douaniers, c'est la digitalisation, c'est la dématérialisation, et c'est en France ce qu'on appelle la refonte des systèmes d'information douaniers. Cette refonte des SI douaniers, elle s'inscrit dans un cadre contraint au 31 décembre 2025, et elle a fait l'objet de plusieurs chantiers, dont certains sont déjà aboutis. Delta IE, ça fonctionne, en tout cas c'est opérationnel. Donc là c'est le nouveau format de la déclaration en douane sous la forme d'un jeu de données, mais on peut citer aussi Delta T. Alors la phase 5 a été initiée, mais on a la phase 6. On a aussi ICS2 sur la sûreté-sécurité, qui est opérationnel dans l'activité aérienne et actuellement mise en place au niveau du portuaire. Pour le ferroviaire et le routier, ce sera normalement au milieu de cette année. On a aussi ANTES, la prise en charge douanière. On a aussi le GUM, le système de Guarantee Management System, au niveau communautaire. Voilà, tout ça, c'est, la matérialité de l'harmonisation sous la forme de la modernisation, informatique des systèmes douaniers. Avec un impératif aussi, c'est l'interopérabilité des systèmes. Tout à fait. Pour pouvoir communiquer entre eux. C'est le troisième point. Après, effectivement, le respect des standards du CDU et la modernisation en matière des SI douaniers, c'est la centralisation des données via l'interopérabilité. Donc ça, c'est un point effectivement important. Alors d'une part pour l'administration, ça lui permet aussi de développer son travail d'analyse de risque, de décision du contrôle, et puis aussi de lutter contre les pratiques de contournement. Mais c'est aussi quelque chose d'un peu plus large, c'est-à-dire que cette interopérabilité, elle va concerner pas seulement l'activité purement douanière, mais aussi tout un écosystème réglementaire qui prend appui sur les éléments déclaratifs. Un exemple très simple, c'est le MSF, le mécanisme d'ajustement du carbone aux frontières. Récemment, le 18 décembre très précisément, un règlement a été publié par lequel, entre autres, il est fixé le principe de l'interopérabilité des données du MSF avec les SI douaniers.
Donc on a tout un maillage de données qui va faire en sorte que pour l'administration, elle pourra disposer d'outils lui permettant de pouvoir effectivement procéder à des analyses de risque et des décisions de contrôle beaucoup plus efficaces, efficientes. Tout simplement. Pour les entreprises, c'est important aussi l'interopérabilité. C'est important parce que tout ça, ça s'inscrit dans ce schéma d'harmonisation qui a pour objectif d'assurer une meilleure fluidité, donc plus de rapidité, la réplication des données, et aussi plus de sécurité, avec des données traçables, appréhendées de manière uniforme entre tous les États de l'Union européenne, entre toutes les administrations des États de l'Union européenne. Par contre, je dirais qu'on va avoir d'un côté une augmentation des avantages liés à cette fluidité, à cette sécurité, mais en contrepartie, je dirais la nécessité d'anticiper de façon à éviter l'effet ciseau, c'est-à-dire l'effet chaînage. C'est-à-dire qu'une donnée qui sera manquante, une action qui sera manquante ou une donnée qui sera incomplète, elle aura pour effet finalement de bloquer l'ensemble de la chaîne. Donc ça nécessite pour les entreprises de pouvoir d'une part anticiper sur le fond, pas nécessairement sur la forme, parce que ça, l'anticipation sur la forme, on le connaît déjà, le dédouanement par anticipation, ça fonctionne déjà. Mais l'anticipation sur le fond pour pouvoir effectivement bien analyser les différentes conséquences du passage de la frontière d'une marchandise, en termes notamment de réglementation technique, et par conséquence de travailler avec une approche transversale. Ça demande un travail collaboratif avec le client. Exactement, d'associer l'ensemble des départements de l'entreprise qui sont concernés, la supply chain, le customer service, la production, et pas travailler en silo comme ça. Et ça, c'est pas naturel. Enfin, non, effectivement. Donc ça, c'est tout un travail, je dirais, aussi de la part du représentant en douane qui a ce rôle de conseil, qui a ce devoir même de conseil, et qui, je dirais, doit accompagner son client dans cette anticipation et cette approche transversale, de façon justement à pouvoir satisfaire aux réglementations techniques et assurer le franchissement de la frontière pour sa marchandise. Et si je peux me permettre de rebondir sur ce que tu as dit, Yannick, tu as parlé du coup en effet des refontes des systèmes d'information, du fait que la douane aura de plus en plus de données. Ça se resserre avec notamment l'application d'ICS sur l'aérien, le ferroviaire et le routier. L'administration française, et pas que la France, d'ailleurs, tous les pays, font usage des nouvelles technologies pour traiter ce flux de données. On le voit dans, par exemple, les impôts, la détection des fraudes, l'analyse des piscines. On sait déjà que la douane va faire appel à l'IA pour traiter ce flux de données gigantesque qui va arriver et justement essayer de détecter beaucoup plus rapidement des problématiques de conformité. Donc l'administration va faire usage des nouvelles technologies. Il y a une pression sur les coûts, sur la rapidité des déclarations. En même temps, il faut assurer un niveau de conformité plus élevé parce que la douane laissera moins passer de choses. Il faut donc également aussi que les entreprises du secteur douanier se saisissent de ces nouvelles technologies. C'est un sujet qui dépasse le pur cadre national. Là, on en a une lecture à travers la refonte des SI douaniers parce qu'on a des jalons, des étapes relativement importantes sur les 2 années 2024-2025 avec cet objectif de satisfaire aux exigences communautaires au 31 décembre de cette année. Mais c'est une approche bien évidemment communautaire, mais c'est aussi une approche mondiale. Au sein même de l'Organisation mondiale des douanes, dans le cadre du projet Douane intelligente, cette structure a identifié les pistes de travail que sont l'intelligence artificielle, les mégadonnées et les analyses de données, ainsi que la blockchain. C'est les 3, je dirais, orientations que l'Organisation mondiale des douanes donne à l'ensemble de ses partenaires. Et par conséquence, l'Union européenne, puis la France est aussi concernée. Et c'est donc une démarche dans laquelle, je dirais, on est engagé pour de nombreuses années, à partir du moment où l'objectif 2032-2035 aussi repose sur ce travail préparatoire. Oui, et du coup, Yannick parle de travailler de manière transversale, ce qui signifie également que la douane ne doit plus être considérée en bout de chaîne. C'est vraiment travailler de manière collaborative. Le déclarant en douane a vraiment un rôle clé dans la chaîne logistique et commerciale. On ne peut pas dire, comme c'était le cas avant, et bien du coup, c'est de la responsabilité de mon déclarant de trouver la nomenclature douanière. Mon déclarant va savoir du coup ce que j'expose
j'exporte, ce que j'importe. Non, il faut vraiment que tout le monde soit intégré à ce processus douanier. Ouais, bien sûr. Et on voit bien aussi la volonté des autorités douanières dans le futur, c'est d'avoir du coup cette traçabilité dans du coup la logistique douanière. C'est qu'il va y avoir un contrôle de cohérence de tout ce qui est ICS2, ANTES, déclaration import, etc. Donc il faut vraiment que tous les intervenants de la chaîne logistique et commerciale soient concernés et ça rebondit très bien sur le fait de travailler de manière transversale. Tout à fait. Ouais, parce que ce chaînage, c'est une chance, mais c'est aussi effectivement un risque pour l'entreprise qui ne sera pas préparée. Beaucoup d'informations autour de cette table. C'est vrai que c'est un sujet complexe, excessivement technique, un sujet professionnel, même si toutes les fonctions doivent être associées à cette démarche. Alors, j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, mais vous pouvez poser vos questions dès maintenant, bien entendu, et nos intervenants y répondront à la fin des échanges. Benoît, en tant que responsable douane, déjà, quelle est votre réaction à chaud par rapport à ce qui vient d'être dit, et comment vous, au quotidien, dans votre métier de responsable douane, vous intégrez cette démarche de numérisation? Comment vous utilisez les outils numériques dans votre quotidien? Déjà, il y a l'aspect réglementaire, veille réglementaire, qui est essentiel dans notre métier, puisque comme l'a déjà évoqué Julie, l'idée n'est pas que le service douane soit en bout de chaîne pour effectuer le dédouanement, mais justement de le mettre tout au début pour anticiper toutes les évolutions réglementaires auxquelles nous sommes confrontés. Et pour cela, les outils informatiques tels que Okiduty nous permettent d'être en permanence à jour de toutes ces évolutions, et Dieu sait qu'il y en a en ce moment. Concrètement, qu'est-ce que ça vous apporte, l'outil? Comment vous l'utilisez? On va l'utiliser en plusieurs fois. Donc il y a la partie classement, effectivement, et toute la réglementation qui va lui être associée. Et au niveau de l'anticipation, effectivement, il est possible de moduler les dates de consultation pour avoir une vision, pour avoir un coup d'avance finalement sur les réglementations et les dates d'entrée en vigueur de ces différentes réglementations. Il y a combien de temps que vous l'avez mis en place? On travaille sur Okiduty depuis janvier 2023. Donc ça va faire 2 ans quasiment jour pour jour. D'accord. Qu'est-ce que ça a changé pour vous? Comment vous faisiez avant et qu'est-ce que ça vous a apporté de mettre en place l'outil? Alors déjà, on travaille avec un plan de travail en ligne qui s'appelle Customeo, et qui communique parfaitement en API avec Okiduty, et donc les deux systèmes s'échangent des informations, et c'est ce qui nous a naturellement orienté vers Okiduty. C'est-à-dire que nous avons nos propres informations qui peuvent se transférer vers Okiduty et inversement. Est-ce que vous avez le sentiment d'être mieux préparé, par exemple, pour traverser des crises comme celles qu'on a connues, que ce soit crise sanitaire ou autre? Et est-ce que vous êtes, j'allais dire, plus préparé aux évolutions réglementaires, aux évolutions en matière de compliance, par exemple? Évidemment que le fait d'avoir un système le plus exhaustif possible nous permet de voir l'avenir plus sereinement. Le fait également de travailler main dans la main avec les équipes Okiduty, puisqu'il faut savoir que l'outil n'a cessé d'évoluer depuis qu'on travaille avec, puisque nos équipes échangent très régulièrement sur les évolutions et sont très à l'écoute des souhaits d'amélioration qu'on pourrait avoir. Ouais. Et c'est vrai que c'est très appréciable d'avoir une réactivité, de se sentir écouté. Nous qui sommes une PME, on sent vraiment qu'on a notre place et qu'on n'est pas juste un petit client parmi tant d'autres. D'accord. C'est qui vos clients? Vous travaillez avec quel genre d'entreprise?
On travaille avec des importateurs et des exportateurs de tout type, hein. On traite tout type de produits, de l'alimentaire, grande distribution, matériel médical, sur tout type de moyens de transport également, route, rail, aérien, maritime évidemment, des flux Brexit également. Et c'est vrai que Okiduty nous permet de switcher assez facilement sur tous ces moyens de transport, ces différents bureaux de douane, puisque on travaille un petit peu partout en France, bien que n'ayant qu'un seul bureau sur le territoire. Et voilà, ça nous permet vraiment d'anticiper un maximum. Ça vous a permis de gagner aussi en réactivité, en rapidité, par exemple? Oui, évidemment, évidemment. Ouais. Le fait déjà que les systèmes communiquent, nous, ça nous apporte un gain de temps dans le remplissage des déclarations, le fait de pouvoir créer des modèles. Effectivement, c'est un gain de temps essentiel et de productivité pour nos équipes, et donc du fait également pour nos clients. La différence, enfin, ils ont apprécié le fait que vous soyez justement équipé de ce type d'outils? Oui, je pense qu'aujourd'hui, c'est essentiel. Comme on l'a dit, la douane occupe désormais une place très importante, de plus en plus importante, dans la chaîne logistique dans sa globalité et auprès de nos clients, également. Et il est très, très important pour nous, de leur apporter ce conseil, afin de pouvoir anticiper et de mettre en place tout ce qui est nécessaire pour s'adapter à ces évolutions. Merci. Alors là, maintenant, je me tourne vers Julie pour savoir un petit peu comment fonctionne. Est-ce qu'on peut rentrer un petit peu plus dans le détail de l'outil? Quelles sont ses principales fonctionnalités en fait? Oui, du coup, si on peut lancer la vidéo voilà, super, de démonstration. Impeccable. Loïc, je te laisse commenter. Oui, donc du coup l'outil Okiduty, c'est un outil qui est en ligne, qui est accessible depuis n'importe quel navigateur, n'importe quel système d'exploitation. Notre but, c'est de servir à la fois les personnes qui sont novices en termes de douane que les experts. Et là, vous voyez qu'on va très rapidement avoir la possibilité d'entrer son produit, de décrire son produit et de voir les codes douaniers, je vous parlais de codes douaniers, qui sont accessibles et qui correspondent au produit. On a directement la mise en exergue de certaines réglementations, comme par exemple le MACF. On va avoir la possibilité de voir les droits douaniers qui vont s'appliquer. Donc dès lors qu'il y a une évolution géopolitique, nous on met à jour directement. Et là on peut aller encore plus dans le détail avec, au-delà des droits douaniers, par exemple les réglementations qui vont s'appliquer et les restrictions par exemple. Donc ça c'était la partie conformité. Là on est dans la partie un petit peu plus déclarative. Donc ça va traiter, enfin ça va servir principalement les représentants douane enregistrés ou le petit nombre d'importateurs-exportateurs qui font des déclarations eux-mêmes. Et donc là, on va avoir un outil qui essaye de faciliter la saisie et qui surtout facilite grandement la conformité. L'un des gros objectifs de Custom Bridge et de Okiduty, c'est vraiment de pousser en avant la conformité et de faire en sorte que ce soit un outil qui réduise le risque d'erreur. Ça permet également aux utilisateurs du logiciel du coup de pouvoir se targuer d'avoir des opérations qui sont conformes et qui du coup ont moins de risque de blocage, moins de risque d'amende pour leurs clients. Vous avez la possibilité évidemment de mettre des tags. Là donc on voit une déclaration Delta G. Nous sommes en train de déployer Delta T, comme vous en parliez Yannick, avec la phase 5 qui est en train d'entrer en vigueur. Et on a plein de petits astuces qui permettent de gagner du temps, comme le fait de charger vos listes de produits en Excel, etc. Je ne sais pas si on est à la fin de la présentation. Oui, on est à la fin. Donc en fait, nous, chez Okiduty, notre façon de faire, c'est premièrement finalement d'écouter les clients et deuxièmement d'essayer de voir en quoi la technologie et les nouvelles technologies peuvent apporter une plus-value. Dans le contexte que j'ai présenté au tout début, on voit que c'est un contexte qui change. Et il y a une des technologies qu'on a citées, des technologies en vogue un petit peu, je dirais qu'il y a l'IA, la blockchain et l'IoT. Oui. L'IA, nous, dès le début, elle nous a semblé vraiment intéressante parce que l'IA a une capacité à pouvoir résumer ou pouvoir centraliser une énorme quantité de données.
Et la douane, le problème, c'est pas qu'il n'y a pas assez de données, c'est peut-être qu'il y en a trop. Quand on parle par exemple de code douanier appliqué sur un produit, je parlais d'un code douanier appliqué à mon stylo, des produits, vous allez en avoir des milliards différents. Et des codes douaniers, il y en a 25 000. Alors, ils ne sont pas tous déclarables, il y a des codes de structure, mais l'enjeu est là, c'est que vous devez classer, trouver le bon code parmi les 25 000. Et si vous ne trouvez pas le bon, déjà vous risquez de payer les mauvaises taxes. En plus, ça se trouve, vous n'aurez pas eu vent de certaines règles qui s'appliquent à votre produit. Oui. Donc vous risquez tout simplement d'apporter un produit qui n'est pas conforme, en plus de payer les mauvaises taxes. Donc là, c'est la porte ouverte au début de gros ennuis. Donc l'IA a un vrai impact là-dessus. La blockchain, je suis un peu plus mitigé. Oui. La blockchain, elle est intéressante parce que le but de la blockchain, c'est finalement d'avoir un registre distribué. C'est-à-dire que quand on met une information, il y a une vérification globale, décentralisée, que cette information n'a pas été modifiée. Dans la douane, en fait, il y a une instance de confiance qui est l'administration douanière. Oui. Donc en fait, c'est elle-même qui a un tiers de confiance. Oui. Il y a un tiers de confiance. Donc pour l'instant, nous, on ne va pas trop dans la blockchain parce que l'intérêt de la blockchain, c'est là où il n'y a pas de tiers de confiance. C'est une technologie fantastique qui permet de s'assurer de la qualité et de la confiance envers tous les acteurs. Oui. Mais peut-être que plus tard, ça deviendra. L'IoT peut être vraiment très intéressante, notamment pour la vérification des températures, la géolocalisation, la sécurité. L'ICS, c'est une plateforme une déclaration qui vise à assurer la sécurité. Peut-être que plus tard, dans un futur, les administrations pousseront à l'intégration de technologies IoT pour s'assurer notamment, par exemple, qu'un conteneur qui a été fermé à Shanghai n'a pas été ouvert entre-temps et que finalement, ce qui est connu comme étant dans ce conteneur est vraiment ce qui arrive. Notamment dans une logique de fluidification et où en fait, on va avoir de moins en moins de vérification physique, mais beaucoup plus de vérification sur la donnée. Ouais. Il faut s'assurer par divers moyens technologiques que la donnée, elle correspond à la réalité. D'accord. Je me tourne vers la régie pour savoir si nous avons des questions. Hervé, bonjour Hervé. Tous mes vœux pour 2025. Bonjour Jean-Philippe, bonjour à tous et meilleurs vœux à toutes les personnes qui nous suivent en direct. Pour commencer, comment les RDE vont-ils pouvoir trouver ou recruter la quantité de personnel nécessaire et du niveau requis compte tenu de la faible quantité de professionnels produits annuellement par le monde éducatif et de la formation professionnelle ? Alors, du coup, je pourrais me permettre de répondre à cette question. C'est que il y a... il y a des écoles qui ont pris ce sujet à bras-le-corps et qui ouvrent chaque année des sessions supplémentaires. Voilà, si une année, il n'y a pas suffisamment de déclarants, je vous souhaite qu'il y en ait suffisamment la fois d'après. Alors ensuite, je vous souhaite également qu'ils soient compétents, parce que la quantité n'est pas forcément la qualité. Ça, c'est encore un autre débat. Malheureusement, KidUti n'a pas encore un outil RH intégré, mais bon, pourquoi pas, ça pourrait être une idée pour le futur, d'avoir, je sais pas, des CV en ligne. Donc ça, voilà, donc cette problématique, je dirais qu'il faut également se soucier et surtout anticiper. Ça, c'est toujours le mot-clé en douane. Alors que ce soit en RH douanier ou en réglementation, c'est anticiper, non pas subir. Donc en effet, il faut anticiper vos recrutements, voire même en recrutement interne. Pourquoi pas un agent de transit, je parle pour des transitaires, un agent de transit qui aurait un petit penchant pour la douane, un appétit douanier, et bien du coup le former en interne, pourquoi pas. Il y a des personnes qui sont tout à fait compétentes pour cela. Également, sensibiliser les importateurs, les exportateurs, les chargeurs au sujet douanier. On en parlait tout à l'heure, que si un dossier déposé au service douane est correctement monté, les informations SOOK sont correctes, derrière c'est de la fluidification. Ouais. Donc évidemment on a ce rôle de surveillance, de contrôle, parce qu'il en va de notre responsabilité lorsqu'on est déclarant en douane. Mais enfin voilà, quand on a un dossier qui est traité en 2 minutes, c'est quand même bien plus plaisant que de mettre
25 minutes sur un dossier, que ça va jamais, et qu'il y a des échanges de mails, et que ça va pas, et qu'il faut prendre le téléphone, expliquer. Donc voilà, il y a aussi du coup, ce devoir de sensibilisation et éduquer un peu nos clients. Et le plus souvent, quand on prend le temps d'expliquer, les gens comprennent ce qu'ils font. Généralement, ça passe. Moi, avec mes clients, à l'époque où j'étais déclarante en douane, ça passait bien. Et puis quand on parle douane, c'est jamais plaisant. Quand on appelle, on dit voilà, ton dossier ça va pas, il manque tel et tel document. Ah mais mon fournisseur il me les a pas donnés. Comment on va faire? Je vais avoir des frais de stationnement. Bon, mais avec le sourire généralement ça passe. Et on trouve toujours des solutions. Et c'est ça aussi en douane, c'est qu'il y a toujours une solution à un problème. Alors des fois, ça prend un petit peu plus de temps. Des fois, il faut de l'expertise. Oui. Après, là, on s'éloigne du coup de la question. Mais anticipez et rapprochez-vous des centres de formation. Oui. Et souvent aussi, alors après, vous pouvez favoriser peut-être du télétravail, avoir des déclarants à distance, mais également pousser à la mobilité. À la mobilité, si vous avez des super déclarants au Havre, peut-être qu'ils pourraient être prêts à venir travailler dans une autre région de France. Oui, pardon Loïc, et puis ensuite... pour rebondir du coup sur cette question, c'est vrai que la réalité, c'est qu'il y a vraiment un manque de personnel qualifié. L'une des réponses pour traiter ce problème, face à l'augmentation du nombre de déclarations effectuées, c'est de réduire le temps passé sur chaque déclaration. Et donc de réduire un travail qui n'est pas un travail ultra intéressant, qui est le travail de saisie. Et donc ça, il y a deux axes principaux. L'axe le plus sécuritaire, c'est d'interconnecter finalement le système douanier avec des systèmes où il y a déjà des informations, par exemple le TMS, ce genre de choses. C'est l'axe que Deruder a suivi avec son système Customeo. Il y a aussi un autre axe, c'est l'OCR. L'OCR où finalement on va dire mon pack documentaire, je vais le charger dans la machine, il va être analysé, ma déclaration va être automatiquement remplie. Ça permet du coup de gagner beaucoup de temps sur la création et l'envoi d'une déclaration. L'axe de l'OCR, même si ça commence à devenir de plus en plus performant, il faut quand même faire très attention sur le fait que le système soit doté d'alertes et que finalement on n'aille pas dans un biais où en fait on clique juste sur un bouton et puis la machine charge tous les fichiers, il n'y a aucun contrôle derrière. Donc ça, voilà. Mais c'est des axes d'amélioration et c'est des axes technologiques qu'il faut s'approprier de façon mesurée et voir dans quel sens ça peut s'intégrer dans le flux de travail des déclarants. Le métier de déclarant, il évolue. Je pense qu'il va vraiment évoluer. On l'a dit, peut-être dans une logique plus de conseils, moins de saisie, parce que la technologie permet d'avoir moins de saisie. Mais du coup, il faut que le déclarant, soit capable de contrôler ce qu'il y a à contrôler. Bien sûr. En idée d'automatisation, il y a également être relié à un PCS lorsque vous êtes bien évidemment concerné par un PCS. Mais c'est par exemple, vous préparez vos dossiers, vos déclarations, et dès lors que votre conteneur est déchargé ou que à l'exportation votre camion est arrivé sur le terminal, et bien là, du coup, votre déclaration se déclenche toute seule, de manière automatique. Et encore une fois, c'est de l'automatisation et de la validation en temps réel qui peut aussi vous faire gagner du temps dans le saisie de vos déclarations. Donc c'est s'équiper de logiciels de gestion douanière, c'est s'équiper d'outils qui peut également vous permettre à l'aide, par exemple à la classification, que vous n'ayez pas à passer 3 jours à la recherche d'une nomenclature, parce qu'il y a des articles qui sont évidents, mais il y en a d'autres qui sont un peu plus complexes. Donc là, il faut aller un petit peu creuser, consulter du coup les règles de classement, les notes, etc. Donc voilà, il y en a qui demandent quand même un petit peu plus d'expertise et de recherche poussée, mais les outils peuvent aussi nous aider. Okidouti, par exemple, peut vous présenter les RTC qui sont en cours de validité, ceux qui sont expirés mais qui peuvent déjà vous orienter. Et donc on le sait par jurisprudence du coup qu'on peut utiliser un RTC qui est existant pour s'appuyer sur notre classification douanière. Donc voilà, donc c'est aussi s'équiper d'outils digitaux et aller vers l'automatisation également de la saisie déclarative. Yannick, vous voulez ajouter ? Oui, juste pour rappeler que la formation, effectivement, c'est un enjeu. C'est un enjeu parce qu'aujourd'hui, nous avons besoin de spécialistes de dédouanement qui ont des connaissances techniques en matière de conformité réglementaire. Et demain, nous aurons besoin de spécialistes de la conformité réglementaire qui ont des connaissances en matière douanière. C'est un métier d'avenir ? Oui, parce que... Alors oui, à partir du moment où on prend aussi en compte le fait qu'il va falloir aussi s'adapter à des changements aussi bien en interne dans les entreprises que vis-à-vis de la réglementation, à partir du moment où on fera de moins en moins de déclarations. Le projet 2032-2035 qui va déjà
prendre peut-être forme dès 2028 pour la partie fret express, fait qu'il y aura de moins en moins de déclarations. Et aujourd'hui, un jeune déclarant, il doit aussi se préparer à évoluer dans cette optique, de façon à pouvoir, je dirais, s'adapter à ces changements à venir. Donc effectivement, c'est un enjeu en interne pour les entreprises que d'anticiper cette situation en matière de volumétrie de dédouanement, de déclaration. Hervé, d'autres questions ? Oui. Est-ce que vous proposez des données type CASRN par code douanier et peut-être également une donnée type veille réglementaire Access Market? CASRN, je pense qu'on parle des numéros CAS. Ah, les numéros CAS, oui. La chimie, Ouais. oui. Donc ça, en effet, on traite. On essaye d'interconnecter tous les... Comme je l'ai dit par le passé, en fait, le problème de la douane, c'est pas qu'il n'y a pas assez de données, c'est qu'il y en a limite trop. Il y en a limite trop. On va avoir des codes de biens double usage, on va avoir les codes CAS, etc. Et en fait, quelqu'un qui doit officier dans la douane doit ouvrir 15 onglets pour faire le travail. C'est là où nous, l'une des forces, je pense, de Kiduti, c'est qu'on essaye d'intégrer les données. Et comme l'a dit Benoît de Deruder, des fois, on n'a pas l'omniscience, on ne sait pas spécifiquement. Et c'est en discutant avec nos clients qui nous disent, là, en fait, dans ce contexte-là, dans ce cas d'usage, je suis obligé d'aller sur un autre site. Et on va voir le site, les données sont ouvertes, on peut finalement intégrer. Donc, en fait, il y a plein de choses qu'on peut faire. On peut lier les choses entre elles, ce qui fait qu'on gagne un temps fou lors de l'étude d'une opération d'importation et sa suite. Par contre, je ne me souviens plus de la fin de la question. On a parlé des numéros CAS et il y avait une autre question. Est-ce que c'est possible de la redire ? C'était, est-ce que vous proposez également des données type veille réglementaire Access Market? Oui, tout à fait. Oui, on a un module veille réglementaire, audit également de votre base douane, qui vous permet d'anticiper les changements. Donc, soit vos changements de nomenclature, on sait que les nomenclatures évoluent, elles ne sont pas gravées dans le marbre, et également tout ce qui est veille réglementaire. Si votre marchandise aujourd'hui n'est pas concernée, par exemple par MACF, on sait qu'il y a seulement à aujourd'hui 5 secteurs qui sont concernés, mais ce nombre va tendre à évoluer. Et bien aujourd'hui, vous n'êtes pas concerné, demain vous pouvez très bien l'être. Donc nous avons également un module qui va auditer votre base douane et dire voilà, attention, alerte, warning, soit nomenclature bientôt obsolète, ou alors veille réglementaire à revoir. Et là, ça vous permet également d'anticiper. Donc oui, on propose également cette solution. Et ça d'ailleurs, c'est une innovation. La base douane, ce qu'on a lancé, c'est une innovation, je crois que ça n'existait pas auparavant. Access to Market, c'est un formidable outil. L'Union européenne a fait vraiment un très bel outil, en plus très accessible. Nous, on a souhaité pousser le concept un peu plus loin en disant la veille réglementaire, c'est, dans son expression la plus basique, suivre ce qui change et ce qui peut nous impacter. Mais il y a tellement de choses qui changent que c'est très compliqué. Soit on y passe un temps fou, soit en fait on l'occulte et on passe à côté d'informations. Ouais. Donc nous, la base douane, le concept, c'est que les clients mettent leur base douane, leur base produit, leur référentiel produit. Et nous, en fait, on va très concrètement leur dire chaque jour, ou même des fois en avance, on sait qu'il va y avoir une évolution qui va impacter tel ou tel produit. Ce qui fait que c'est ce qu'on appelle une veille réglementaire à haut niveau de granularité parce qu'on s'applique à chaque ligne produit. Ah ouais. Et en fait, du coup, ce qui n'impacte pas les clients, ça passe à travers du filet et on garde uniquement ce qui les impacte concrètement. D'accord. Ça automatise d'une certaine manière la veille réglementaire. D'accord. Hervé. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur le statut Trust and Check et quels seront les avantages de ce nouveau statut ? Avantages ? C'est un peu prématuré pour répondre. C'est un projet qui est effectivement engagé par la Commission européenne. L'atout principal, c'est effectivement la possibilité pour les opérateurs qui accepteront d'ouvrir leurs données, de pouvoir les transmettre directement dans la plateforme de données douanières communautaire, la Customs Data Hub, et par voie de conséquence, de s'affranchir de la déclaration en douane. Donc à partir de là, je dirais, le travail d'anticipation qui aura permis de s'assurer du respect du chaînage de l'ensemble des informations dont la Commission européenne aura besoin pour que l'entreprise satisfasse aux obligations réglementaires, permettront justement de pouvoir, pour un opérateur qui aura eu cette qualification, alors aujourd'hui, sauf erreur de ma part, il n'a pas nécessairement eu
une définition précise des conditions qui permettent de passer d'un statut OEA à un statut Trust and Check. Mais voilà, ce sont des projets en cours qui sont programmés, dont la réalisation est programmée pour les années à venir. Mais j'ai peu d'informations sur ce sujet. Vous voulez rajouter quelque chose, non ? Alors moi, je voudrais rajouter, ça me fait penser à une chose, j'ai un message pour les chargeurs, importateurs, exportateurs, c'est que nombre de fois j'ai entendu « mais mon déclarant ne m'a jamais demandé ce document ou m'a jamais demandé cette information ». Alors oui, mais du coup, il faut comprendre que la réglementation change et si vous voulez avoir une fluidité dans le traitement de vos dossiers, assurez-vous que votre dossier en douane soit correct. Enfin voilà. Souvent, quand par anticipation on vous demande des informations ou des documents bien spécifiques, c'est par expérience. Voilà, on sait que si on a déjà ces documents ou ces informations, ça va fluidifier votre marchandise. Si la réglementation change, forcément, on va vous poser de nouvelles questions. Donc surtout. Anticipez et prenez en considération vraiment ce pôle douane. Rapprochez-vous de vos déclarants douane, de vos RDE, essayez si possible, parce qu'après tout dépend aussi de la structure et de l'organisation interne, mais si possible, essayez d'avoir un référent douane qui soit à l'intérieur de votre entreprise, de mettre un process en place, voilà, d'avoir une procédure douanière. J'ai certains de mes anciens clients qui voulaient être OEA. Et ça leur a permis de détecter pas mal d'anomalies en interne et de mettre en place des procédures douanières. Et ça, c'est tout à leur honneur parce que c'était un super boulot, un boulot remarquable qu'ils ont fait. Ils se sont d'ailleurs dotés, si ils sont connectés aujourd'hui, ils se reconnaîtront, mais ils se sont d'ailleurs dotés de l'outil de veille réglementaire de Okie Duty. Et je ne peux que les féliciter de ce choix. Donc, vous pouvez également intégrer cette veille réglementaire dans vos services et un référent douane et ne pas hésiter à demander conseil, donc que ce soit vos RDE, Yannick l'a encore rappelé, qui ont le devoir de conseil, mais également auprès de consultants, de formateurs et puis si jamais litige, parce qu'on peut quand même pas y échapper, hein, il y a quand même la douane qui fait son rôle, si tant bien que même malgré tout ça, il y a des litiges, et vous pouvez également vous faire assister par un cabinet d'avocats qui est spécialisé, on en connaît qui sont très compétents et en plus très sympas. Donc ça n'enlève en rien leurs compétences. Et donc voilà, il faut savoir s'entourer de compétences, d'experts et d'outils douaniers. Voilà. Merci, on s'approche de la conclusion. Déjà, le temps passe. Je dirais que s'il fallait résumer un petit peu ce qui s'est dit ce matin, on a compris que la douane c'était complexe. Qu'il y avait beaucoup de réglementations, beaucoup de normes à suivre, mais que finalement, si on arrivait à bien maîtriser cette complexité, ça pouvait être un atout pour les entreprises. Tout à fait. Tout à fait, c'est un levier de compétitivité et encore une fois, on est tous concernés. Ouais. Comme je le dis souvent, on est tous dans le même bateau en fait, on travaille tous dans le même sens. Ouais. Donc on a chacun nos contraintes différentes, mais en effet, la douane ne peut être qu'un levier de compétitivité. Ouais. En tout cas, c'est tout le mal que je vous souhaite. J'ai bien noté également qu'il fallait que ça nécessitait aussi beaucoup de collaboration. Avec les clients, en interne aussi, entre les différentes fonctions. Ça, c'est important aussi. Oui, tout à fait. L'anticipation. Mais c'est le mot-clé. Ouais. Sans anticipation, après, c'est subir. Et là, il est trop tard. Ouais. Beaucoup d'adaptations nécessaires de la part des professionnels. À partir du moment où les réglementations qui progressivement se mettent en place, on a parlé du MACF, on peut parler aussi de la déforestation, la réglementation UIDR qui a été reportée d'une année mais qui va être applicable au 30 décembre de cette année. Ouais. Là aussi, elle repose sur le même principe, c'est-à-dire que sur la base d'éléments déclaratifs, va s'appliquer des éléments de conformité qui vont associer d'autres outils. Ouais. Le registre MACF, Trace pour le UDR, etc. Ce sont des orientations et des virages que les RDE doivent aussi savoir négocier pour pouvoir avoir une réponse globale vis-à-vis de leurs clients qui souhaitent, lui, une approche globale. On ne peut plus faire de la douane de manière sectorisée. On prend les choses dans leur globalité pour assurer le franchissement de la frontière de la marchandise.
Eh bien, merci beaucoup. Vraiment beaucoup d'informations ce matin. Si on souhaite en savoir plus, j'imagine que vous avez tous des sites internet. On va commencer peut-être par Sogena. Vous avez un site internet Sogena.com. Sogena.com, c'est très, très facile. Pour ce qui est de Custom Bridge. Alors Custom Bridge et Sogeit, vous pouvez aller sur okiduty.fr qui est voilà, le site de notre outil douanier. Voilà, Benoît Deruder aussi, j'imagine, vous avez un site internet. Ah, on vous entend plus. Ruder.fr. Deruder.fr. Ok, avec un solaire. Absolument. Avec un solaire. Ouais, Ouais, arrêtez. Ah oui, et il y a aussi un dernier partenaire qui peut aussi être utile aux importateurs, chargeurs et exportateurs. Ce sont aussi les associations professionnelles. Ouais, Je pense bien. également à certains syndicats. TLF par exemple. Par exemple, tout à fait. Et enfin, il y a l'Audace, tout à fait, qui rayonne de manière nationale. Ensuite, vous avez aussi des syndicats ensuite locaux. Voilà, en tout cas, au Havre, voilà, pour ne pas les citer, qui font un travail remarquable. Transitaire à Marseille. Et également, voilà, il y a le STM, vous avez aussi le syndicat des transitaires marseillais, et vous en avez aussi donc qui sont un petit peu partout localement en France, et qui aident également au quotidien. Et qui trouvent également des solutions, qui peuvent mettre en contact avec des experts qui peuvent également répondre à vos problématiques. Voilà. Donc on espère qu'on vous a apporté quand même de bonnes nouvelles. On ne peut pas tout dire en une heure, on ne peut pas tout dire, parce qu'on a bien compris qu'il y avait quand même beaucoup de choses, mais en tous les cas, si on veut en savoir plus, on vous contacte. Tout à fait. En tous les cas, un grand merci. Avec grand plaisir. Merci à vous quatre. Merci Benoît à distance, et puis merci à vous, bien entendu, d'avoir suivi ce débat. Et à très bientôt sur le plateau de Supply Chain Village. Merci. Au revoir, merci. Au revoir.